va monter en compétence. En fait, quand tu dis ça, moi, ça me fait ressentir une chose que j'ai remarquée dans ce travail-là, c'est que quand les choses vont mal, j'ai le sentiment que on peut le ressentir, on peut peut-être le pointer du doigt, en tout cas on peut le ressentir que ça peut être lourd en soi, que c'est pénible, que les choses sont plus difficiles à faire. Et j'ai remarqué que quand ce travail-là est plutôt bien fait, je me souviens, si je reprends l'exemple que j'ai pris avec Daniel en 2018, si je donne l'image d'un chemin ou d'une énergie qui est bloquée, moi je peux le ressentir, pas forcément le joueur, mais avec Daniel, je pense que quand je trouve les bons mots, il est capable effectivement de se dire ah oui, effectivement, je ressens ça aussi finalement, puisque tu en parles de cette manière-là. Et ensuite, quand le travail est fait et que tu libères le passage, tout roule. C'est comme s'il y a un courant d'eau qui est bloqué par un barrage et tu libères ce barrage, le courant continue de passer, ça circule. Tu ne te rends pas forcément compte que cette libération et cette fluidité, elle est due aussi à ce que toi, tu as permis de libérer en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. C'est genre, ah bah oui, finalement c'est naturel et ça s'est fait quoi. Oui, mais en fait, les mécanismes que toi, les leviers que tu as pu utiliser, moi je l'ai vu encore une fois personnellement, pour justement débloquer ces barrages-là, ils ne sont peut-être pas exprimables facilement, mais en tout cas, il y a des mécanismes internes qui se sont produits. Et c'est ça, là, je trouve que cette exploration, ce travail-là est assez, c'est pas magique, mais formidable en fait. En fait, il est infini, il est complexe, il est métaphorique, c'est un univers, mais ce que tu dis, ça me parle vraiment parce que c'est vrai que quand ça ne va pas, on appelle l'ambulance. Quand ça va, on pense qu'on n'a pas besoin. Or, dans ce travail de régulation et d'ouverture, justement, qui permet aux choses d'être fluides, il y a aussi le travail de qu'est-ce qui va permettre de garder les choses fluides et qu'est-ce qui va permettre aussi d'explorer et d'aller encore plus loin dans la fluidité. L'US Open 2021 montre ça, c'est quelque chose d'incroyable, comme un torrent là, qui arrive où Daniel lâche tout, hein, et il se passe quelque chose, on peut aller jusqu'à la finale, qui était très préparée, mais qui permettait aussi de dire, on travaille sur ce qui peut être bloqué, bien sûr, mais on travaille aussi sur ce qui sait bien se faire et qui est fluidifié et qui est libéré, et on travaille à ce que non seulement ça reste le plus possible, mais qu'en plus ça monte en compétence. Et ça, c'est quelque chose que parfois, dans cette dimension, les acteurs du sport de haut niveau ne perçoivent pas forcément. C'est-à-dire, c'est quand ça ne va pas qu'on fait appel à nous. Alors que je pense que nos métiers sont aussi pour réguler, pour augmenter, pour explorer et pour aller encore plus loin, parce que l'être humain a des compétences incroyables. Ouais. Après, là, tu vois, je me mets dans la posture d'entraîneur. Ce que je remarque, c'est que l'entraîneur, il est sur un registre pragmatique, visible en fait, c'est-à-dire mécanique presque. Pas que, mais mécanique, c'est oui, pour arriver à faire ça, il faut que tel ou tel rouage fonctionne en fait. Tu vois, le mot qui me vient, voilà, c'est mécanique. Là, tu parles d'un process invisible. Très concret aussi, oui, pour le joueur. Pour l'athlète, c'est très concret. Mais impalpable parce que c'est interne. Là, moi, j'ai l'impression qu'un entraîneur, en tant qu'entraîneur, je le vois moi quand je suis sur le terrain, quand je mets en place des séances d'entraînement ou que je veux faire travailler des situations tactiques ou techniques ou physiques, c'est fais ça en fait. Tu vois, et en faisant ça, ça va être visible que tu vas arriver à maîtriser ce que je demande là. Et c'est presque prouvé physiquement ou mécaniquement que ça devrait arriver là. Mais il n'y a pas que ça. Et le registre dont tu parles, à mon avis, il est très difficilement atteignable pour un entraîneur en fait. Ça veut dire que lui ne peut pas le faire. C'est ça. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il collabore avec quelqu'un qui sait le faire parce que cette personne travaille ou pas sur le psychologique et sur le mental, parce que ça dépend des valences de chacun et du choix de l'athlète aussi. Et je rigole, excuse-moi, je te coupe, et en même temps, je pense que ça peut aussi
gonfler les entraîneurs. Ça gonfle les entraîneurs. Combien de fois j'ai entendu parler, dire ah, ils nous font chier avec le mental ou des trucs comme ça. Parce que le mental, pour un entraîneur, c'est quoi? Il faut aussi poser cette question. C'est beaucoup l'histoire de détermination, l'histoire d'avoir envie, d'avoir confiance ou de ne pas avoir peur, des choses comme D'être ça. motivé. Qu'est-ce que C'est la ça. motivation? Ce registre-là, le mental pour l'entraîneur. Après, tous les mécanismes ou les process qui finalement permettent la détermination, la motivation, la concentration, ça c'est une autre question. Et je pense que les entraîneurs beaucoup n'ont pas envie de se faire chier avec ça, ne sont pas calibrés, câblés pour réfléchir à ces choses-là, et ils sont dans leur registre du garagiste, du mécano, quoi, tu vois, qui fait faire les choses. Ouais, bon, on le fait, quoi, point, fais-le, quoi. Ou s'ils le sont, moi, mon expérience, c'est Alors, il n'y a d'avoir pas vu, que ça, évidemment. ou s'ils le sont, sensibles à ça, c'est souvent aussi sur... voilà, il faut travailler sur la motivation, il faut travailler sur la concentration, sauf que la motivation, la concentration, toutes ces choses-là qui sont quand même évoquées par quelques entraîneurs, certains entraîneurs, eh bien Tout le monde souvent... sont d'accord pour parler Oui, il c'est a ça. envie, il n'a pas envie, il est motivé, il n'est pas motivé. Oui, mais justement, tu parlais des process qui font qu'on arrive à la motivation ou qu'on peut se concentrer. Après, Alors, il y a aussi ce qui habite le joueur. Il y a ce qui C'est-à-dire habite- qu'il y a aussi un noyau dur, enfin un noyau qui appartient aux joueurs. Je veux dire, tu peux avoir des joueurs, effectivement, mais par exemple, si je prends mon exemple personnel, je pense être quelqu'un de très déterminé, mais il y a eu des moments où je perdais cette détermination. Elle tombait parce qu'il y avait des choses, justement, qui l'a siphonné, qui prenait cette énergie-là, en fait. Et je pouvais plus, j'avais plus cette détermination. Et même, je me demandais, putain Gilles, mais je ne suis pas motivé, je ne suis pas déterminé. Je me posais ces questions-là. Et en fait, je comprenais qu'il y avait d'autres choses qui m'aspiraient cette énergie-là. Et c'est là où c'est important de comprendre qu'il y a des mécanismes ou des process qui peuvent justement souffler ou aspirer cette énergie-là. Alors, c'est vrai qu'on dans les process, dans les stratégies mentales, il y a des choses qui permettent justement de travailler ça, de permettre de revenir, mais c'est quand même important d'aller travailler dans le fond aussi pour voir justement qu'est-ce qui aspire. Je suis Et d'accord, ce qui ça, je suis aspire, complètement d'accord. et ce qui fait que il y a justement la personne se sabote en quelque sorte parce qu'elle n'en a pas envie, mais quelque part, il n'y a plus cette énergie interne pour trouver ce désir, parce que la motivation, c'est lié au désir, et qu'est-ce qui procède du désir? Bon, ça c'est pareil, des sujets qu'on ne peut pas aborder là maintenant, que j'aborderai moi de toute façon dans ma chaîne, mais c'est justement, il faut aller voir tout l'ensemble, c'est-à-dire la source, les mécanismes par lesquels ça s'est construit, comment ça a été mis en place, est-ce que je sais faire des choses finalement où je ne sais pas les faire, qu'est-ce qui tout à coup fait en sorte qu'on me dit il n'y a qu'à Faucon mais ça ne fonctionne pas. Et en fait c'est un énorme travail et c'est là où souvent je trouve que les autres professionnels et parfois même des professionnels de ma profession ne voient pas, c'est que ce travail, on ne peut pas mettre un pansement. Les process et les stratégies mentales doivent s'appuyer aussi sur un nettoyage ou en tout cas sur une prise de connaissance de comment on s'est construit et de qui on est. Et on peut le faire d'une manière simplifiée parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, pour un athlète de l'emmener dans la profondeur d'une psychanalyse, mais de lui permettre d'avoir donc il y a des codes, il y a des grilles de lecture qui permettent à des personnes comme moi de pouvoir tout de suite voir très très vite, c'est ce qui s'est passé avec Daniel d'ailleurs, où est-ce que ça se situait et comment on pouvait les travailler et mettre dessus des process qui redonnent le sentiment aux joueurs de pouvoir tenir sur terre, s'agripper à quelque chose, sentir que voilà, il est vivant, qu'il y a à nouveau quelque chose qui l'emmène et qui recrée ce désir et qui recrée quelque chose de vertueux. Et à partir de là, on va travailler toutes les dimensions en même temps. Ça, c'est très important. Et souvent, c'est cet invisible-là qui n'est pas vu. Je prends juste un petit exemple, juste pour explorer ça. Un entraîneur qui me dit, de toute façon, donc c'est un joueur qui est aux portes du top 100, mais qui n'y est pas encore et qui tarde d'après l'entraîneur à y rentrer. Et je lui dis, mais ton temps à toi, c'est que tu voudrais là tout de suite qu'il y rentre, mais son temps à lui, c'est que lui aussi il l'aimerait dans l'absolu. Mais il n'y arrive pas. Et donc ça serait intéressant que tu lui laisses son temps à lui
parce que moi je sais qu'il va y arriver. Il a son temps et ce temps va arriver. Et ce temps est tellement bien arrivé qu'il a vraiment, il est allé bien plus loin, il est rentré très loin dans le top 100. Donc, mais simplement, à partir du moment où l'entraîneur a accepté de lui laisser son temps et de se calibrer lui au temps de l'athlète et pas son temps à lui, à son enjeu, ça a tout changé. Alors, pas que, parce que cet athlète a beaucoup travaillé la dimension mentale. Là, ce que tu dis, là, j'essaie de me mettre à la place de l'entraîneur qui en tant qu'entraîneur, Qui était pressé. tu projettes, je vais dire, tu projettes tes objectifs, ou plutôt tu projettes la progression du joueur ou le potentiel du joueur en disant ok, il peut arriver à tel niveau, à tel moment, il faudrait qu'il y soit, plus probablement ce que tu projettes aussi en tant qu'entraîneur, ok, par rapport à ta propre réussite ou à l'image que tu as de toi, de ton travail, de ce que tu veux montrer, etc. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que effectivement, ça peut parasiter ou véhiculer une énergie. Tu peux véhiculer une énergie que le joueur peut ressentir, qui n'est pas bonne pour lui ou juste pour lui, si elle est mal positionnée en fait. Parce que le joueur ressente que tu as envie de le pousser, que tu es là pour l'encourager et être un moteur, une source aussi pour lui, à ses côtés, pour le faire progresser, ça oui. Par contre, si c'est parasité, perturbé par une mauvaise énergie, pression, parce que là, il s'agit de ta projection, ça peut être, je pense, problématique. Je l'ai vu avec plein d'autres joueurs à certains moments, certes probablement avec moi aussi dans ma carrière, mais je l'ai vu, c'est plus facile de le voir chez les autres entraîneurs, même si je pense que de ce côté-là, j'ai plutôt été assez bien. Voilà, je pense que ça, c'est des choses courantes en fait, Oui. dans la relation entraîneur-entraîné. C'est pour ça que la posture d'entraîneur ou la posture de quelqu'un qui travaille la dimension psychologique et mentale, c'est-à-dire l'état d'esprit, qui est le joueur, ça me fait penser à cette idée un esprit sain dans un corps sain. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans les grandes traditions, qu'elles soient grecques, qu'elles soient taoïstes, qu'elles soient des moines Shaolin, on aguerrissait le corps pour aguerrir l'esprit et pas l'inverse. C'est-à-dire que le corps était au service d'un esprit qui évoluait, qui grandissait, c'était grandir son être. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'est pris la dimension mentale. La dimension mentale, c'est faire en sorte que finalement mon corps réponde à ce que j'ai à faire et puis me laisser faire ce que j'ai à faire, très souvent. Alors que cette dimension, elle est un développement de la discipline de quelqu'un par rapport à son idée de voilà, j'ai envie d'accomplir, parce que c'est une quête. Tu as parlé de quête, quand même, qu'elle soit consciente ou pas, il y a quand même quelque chose de la quête dans la performance. Et je voudrais revenir justement à ce que tu disais à propos du calibrage qui pouvait être complexe entre les entraîneurs, certains entraîneurs et les athlètes. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un entraîneur puisse justement éviter de confondre ses enjeux à lui, qui sont intéressants quand ils sont bien calibrés, et les enjeux de l'athlète, et de faire en sorte que finalement tout ça fonctionne bien? Écoute, c'est pas une question évidente. Qu'est-ce qu'il faudrait? En fait, j'en sais rien ce qu'il faudrait parce que... Qu'est-ce qui serait mieux disant pour que justement ça se passe mieux entre... en tout cas que ça se passe d'une manière humainement et du point de vue de l'humanité et du point de vue de la performance, puisque pour moi les deux vont ensemble, que ça soit mieux disant. Il faut que j'essaye d'avoir en tête des entraîneurs que j'ai côtoyés et où je me suis dit, ah tiens, putain, la projection, elle est forte. Ou quel conseil, si tant est que tu puisses vouloir en donner, tu donnerais pour les entraîneurs, pour s'acculturer ou pour collaborer? Le point de départ, je pense qu'il est soi-même en fait. C'est-à-dire, c'est de pouvoir être conscient de soi-même le plus possible, conscient de ses projections, de
de ce qu'on fait avec un joueur. C'est-à-dire qu'est-ce que je transmets au-delà du simple fait que je suis tous les jours sur le terrain pour faire progresser le joueur que j'entraîne. Qu'est-ce que je mets en plus de moi-même, c'est-à-dire de mes désirs, de mes ambitions, de mon histoire. Qu'est-ce que je transmets dont je n'ai pas forcément conscience? Qu'est-ce que je transmets aux joueurs en fait? Et ça, il faut un sacré regard sur soi pour être, à mon avis, pour être conscient de ça. Je pense que très peu de personnes, déjà, il n'y a pas que les entraîneurs, très peu de personnes se posent ce genre de questions. Et pourtant, comme on l'a dit dans notre échange, c'est des choses qui invisiblement se transmettent d'être en être en fait. Oui. Encore plus quand tu es au quotidien avec un joueur que tu es... parce que le métier d'entraîneur, je le vois, avec Daniel, en 7 ans, je passe 320 jours par an avec lui, quoi. Et encore, on arrive, nous deux, justement, à avoir une distance qui, à mon avis, permet d'avoir un bel équilibre de relation. Parce que là aussi, on pourrait en parler de l'équilibre de la relation quand tu es trop collé au joueur ou le joueur trop collé à l'entraîneur parce qu'ils, soi-disant, ils veulent partager du temps, il faut être ensemble. Oui, mais à un moment donné, il faut être capable d'avoir des distances, justement, pour pouvoir faire gaffe à cette mauvaise transmission de choses invisibles que tu transmets sans t'en rendre compte, en fait. Et que le joueur, parfois, avec ses propres failles, va aussi chercher chez l'entraîneur. Et c'est là où l'entraîneur devrait avoir cette capacité, cette distanciation pour dire non, non, attends, là je suis entraîneur, je t'accompagne aussi, mais je sais qu'il y a une distance à garder pour que ce travail-là il soit bien fait et qu'il n'y ait pas une confusion des genres due à nos êtres qui s'accrochent en fait. Oui. C'est-à-dire apprendre des postures par défaut et avoir une intimité qui peut être encombrante aussi et qu'on peut retrouver quand le joueur va chercher un certain nombre de choses chez l'entraîneur, mais que ce n'est pas le bon endroit, ou ne va plus chercher des choses chez l'entraîneur, alors que ça devrait être l'endroit où il aille chercher quelque chose qui le pousse dans ce leadership, parce que l'entraîneur devrait ne pas vouloir à la place du joueur, mais est aussi là pour exercer une forme quand même de coaching. Coaching qui pousse, qui entraîne. Ça, c'est nécessaire, il le faut. Et il le faut. Donc, ça veut dire aussi préserver une certaine intégrité entre les deux. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, le joueur peut déposer des choses auprès de l'entraîneur, mais il ne peut pas les déposer de la même manière qu'il les dépose auprès d'une autre personne. Ce que tu dis là, ça revient sur ce qu'on a dit plus tôt dans nos échanges, sur le fait que si tu te prends en tant qu'entraîneur, comme préparateur mental ou coach ou psy, et que justement ça veut dire que tu vas demander aux joueurs qu'ils déposent, comme tu dis, certaines choses, une certaine intimité ou certains mots que toi tu ne dois pas recevoir en fait en tant qu'entraîneur, parce qu'il doit les exprimer à quelqu'un d'autre. Pourquoi, de ton point de vue? Pourquoi? Parce que c'est là où je pense que tu casses des distances de sécurité, je vais dire, et qui ensuite vont foutre le bordel pour l'exercice de l'entraîneur dans son rôle d'entraîneur et coach. C'est difficile parce que je n'ai pas un exemple concret à expliquer, et c'est là où c'est difficile, je pense. Peut-être que je m'y prends mal dans ce que je dis là, mais difficile à comprendre pour certains entraîneurs, parce que ce n'est pas forcément visible, c'est juste du palpable en fait. C'est comme si je vais dans l'eau, je peux pas t'expliquer. Si je te dis que l'eau elle est chaude, tu peux pas te faire. Enfin, si tu peux avoir une représentation de ce qui est chaud pour toi, mais tant que tu vas pas aller dans l'eau, tu vas pas savoir de quelle température il s'agit, de quel chaud il s'agit. Là, c'est pareil en fait. Oui, parce qu'en fait, avec Daniel, j'en ai des 100 millions de vécus comme ça, mais
difficilement exprimable aussi. Oui, parce que, je veux dire, la dextérité avec laquelle tu peux être en relation avec lui quand c'est difficile pour lui ou quand où tu vois que il y aurait tel ou tel comment dire, chemin à prendre, c'est une chose et ça tu sais le faire, je l'ai vu plein de fois. En revanche, c'est différent d'aller traiter cette chose. Tu vois, je te donne excuse-moi, je te coupe, mais j'essaie de prendre l'exemple le plus banal possible. Là, je vois par exemple Daniel dans des discussions, que ce soit avec moi et quelqu'un de l'équipe. Toi, tu as pu le vivre aussi, ça va te parler. Tu parles à Daniel et tu sens tout de suite dans son énergie que, ok, là, il faut s'arrêter en fait. Et si tu sens pas ça, tu vas continuer de parler, tu vas le saouler, tu vas lui prendre son énergie. Très juste. Et j'ai pu voir des moments où moi je capte ça et ok, stop, il faut s'arrêter là. Et où la personne de l'équipe va continuer de parler sans se rendre compte de l'énergie de Daniel, où là il ne peut plus, il est saturé. Et c'est cette dextérité-là qu'il faut être capable de maîtriser en tant qu'entraîneur, entre guillemets, entre autres. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais bon, c'est ça qui me Mais c'est vient. un exemple récurrent et qui peut exister beaucoup pour beaucoup de joueurs avec beaucoup de beaucoup de situations. Et du coup, ça me fait aller sur justement, c'est-à-dire que la dextérité que tu as, toi, parce que tu as travaillé sur toi-même, donc ton propre matériau sait, ressent et empathique, est capable de ressentir ce qui se passe pour l'autre et d'éviter d'être que sur toi, justement, d'être dans cette relation vraiment, et tu perçois ça. Pour autant, de mon point de vue en tout cas, ce n'est pas le rôle de l'entraîneur. Et même s'il a une valence, dimension mentale, ou même s'il était psy par le pur des hasards, parce que ça j'ai rarement vu quand même, mais, Rarement, ouais, mais que mais même, tout le monde est psy, Francisca. ah ouais, pardon, mais même si tout le monde, ou même s'il a travaillé sur lui-même, pour autant, justement parce qu'il aurait travaillé sur lui-même, Il comprend qu'il ne peut pas faire ça. il ne peut pas traiter le sujet. Il peut répondre à la situation d'une manière, on va dire, précautionneuse, mais pour autant, Après, il peut être là ce que je vois par exemple. il peut être soutenant. Il peut être là et montrer, tu vois, avec Daniel par exemple, mais pas qu'avec Daniel. Il y a des moments où c'est de dire, ok, si tu as, entre guillemets, envie d'en parler, il n'y a pas de problème. Par contre, moi je sais que dans le il n'y a pas de problème, on va en parler de manière superficielle, peut-être pour que justement j'ai ce rôle non pas pour te dire ce que tu as à faire ou te faire travailler là-dessus, c'est juste pour te montrer que je peux être là pour avoir une oreille en fait, pour te montrer que je suis pas un bloc de béton qui est juste là pour te faire travailler. Il y a aussi une relation qui existe, mais d'avoir cette capacité de savoir jusqu'où tu peux aller dans la profondeur ou l'intimité pour dire non, là, je pense que ce que tu me révèles là ou ce dont on parle là, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire d'aller travailler ou d'aller parler à quelqu'un qui saura justement te traduire ça ou te faire cheminer à travers ce que tu vis là pour évoluer en fait. Et moi, je ne peux pas le faire. Oui, c'est d'autant plus important ce que tu dis là. C'est très important et on va probablement aller sur le mot de la fin. On pourrait discuter On des heures. pourrait discuter des heures, mais en tout cas, c'est très important. En tout cas, je trouve pour cette dimension mentale et psychologique de comprendre justement que autant le rôle de l'entraîneur est un compagnonnage quelque part, justement, sur tous les aspects de l'entraîneur, mais qu'il est limité à un moment donné, parce que cette place qui serait d'aller accueillir ce qui se passe pour la personne, aussi bien sur le plan psychologique que mental, ça demande d'abord du recul, ça demande d'avoir beaucoup travaillé sur soi, ça demande des compétences professionnelles sur le sujet, et surtout d'éviter la projection, bien sûr, mais d'accueillir pleinement jusqu'à la chute dans le lien, entre guillemets, de l'alliance thérapeutique ou de l'alliance de coaching, qui n'est pas du tout de même nature avec l'entraîneur, qui demande des compétences et un énorme travail sur soi. Et pour ça, évidemment, c'est quelque chose qui se fait dans le secret de la confidentialité de ce travail-là, même si l'athlète peut dire « Ok, tout ça, tu peux en parler avec l'entraîneur, on peut en parler tous les trois avec l'intervenant, on peut… » Parce que c'est l'athlète qui, lui, va décider de ce qu'il veut partager fondamentalement. Et justement, cette transformation qu'il va faire dans le travail sur cette dimension mentale et psychologique, qui est un travail…
une transformation plus ou moins grande, plus ou moins profonde, plus ou moins procédurale, enfin bref, il peut y avoir de tout. C'est ce qui va permettre pour l'athlète de revenir vers l'entraîneur qui aura su l'accueillir en compagnonnage, justement de se sentir encore plus soutenu, puisqu'il y a eu cet allant-devenant entre différents intervenants, mais dans un travail commun et confidentiel pour autant, et qui permettent d'alléger aussi la part de l'entraîneur qui est quand même ultra présent et sollicité, comme tu disais. 320 jours par an, c'est énorme. Ça laisse peu de place à une vie personnelle, ça laisse peu de place à souffler, à se retrouver soi-même. Et donc, il est important aussi que l'entraîneur puisse être dégagé d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas de sa prérogative, ou alors il change de métier, comme tu l'as dit. Et ça me fait penser, sauf si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que je dis. Non, pas vraiment là. Voilà, qu'est-ce qui, toi, d'après toi, serait important si tu avais un message à passer sur ce sujet auprès des entraîneurs? Sur ce sujet, Un peu, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais peut-être qui te semblent importants. alors là, j'ai une vision pour les jeunes entraîneurs. J'aurais envie de leur dire que... qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? C'est pas évident. Sans être donner des leçons de morale, c'est pas du tout l'idée. Mais puisqu'on parle de cette dimension-là, c'est en même temps, j'aurais envie de dire aux jeunes entraîneurs ou aux entraîneurs que ce travail, ils auraient tout à y gagner à faire ce travail d'exploration. De même, en même temps, je me dis, est-ce que ce travail-là peut être fait autrement que d'en ressentir le besoin, d'être confronté à des choses qui te poussent à explorer les choses au fond de toi parce que tu le ressens? Je me pose cette question-là en fait. Donc c'est dur à dire parce que si tu n'as pas cette sensibilité personnellement ou ce besoin par rapport à des choses que tu vis au quotidien, c'est difficile en fait de faire ce travail, je trouve. C'est vrai que c'est ça qui me vient. Donc en fait, moi j'ai fait ce travail personnellement et je le fais en tant qu'entraîneur parce que j'ai ressenti ce besoin-là et que je l'ai compris et que j'étais câblé pour ressentir ça et comprendre ce monde invisible. Et on n'a pas tous ces compétences-là. Certains entraîneurs ont des compétences que je n'ai pas, etc. Donc voilà, juste j'aurais envie de dire quand même, au moins essayer de faire un petit bout de chemin pour comprendre, pour voir de quoi il s'agit et voir ce que ça peut faire sur vos vies et sur votre qualité d'entraîneur en fait. J'aurais presque envie de rajouter qu'on trouve normal de se former techniquement, physiquement, quel que soit le métier d'ailleurs, tu as raison. Tactiquement, stratégiquement, mais on n'a pas l'idée de former son esprit et son être à la connaissance de soi. Alors c'est un mot un peu galvaudé, mais bon, tout le monde comprendra ce que ça veut dire. Et alors que ça paraît tellement normal d'apprendre d'abord à savoir un peu qui on est avant d'agir. C'est ça, mais donc j'ai envie de dire que c'est une dimension, pour faire scolaire, une matière à rajouter au programme d'enseignement, j'ai envie de te dire. Et quand je t'entends dire ça, je me dis, mais alors, fais des formations, propose des formations, parce que je vois comment toi, tu peux avoir cette capacité à faire plonger quelqu'un dans ce travail-là, et peut-être à ce qu'il se rende compte les bénéfices que ça peut lui apporter, en fait. J'ai ce sentiment-là, je l'ai vu quand on travaillait ensemble en fait. Donc, quand j'ai créé la bientraitance, ce concept-là, c'était quand même l'idée, c'était de se poser la question comment dans l'interaction avec soi-même et avec les autres, finalement, on pouvait mieux se respecter et respecter les autres. Et quelque part, ça pourrait être effectivement, beaucoup de jeunes me l'ont dit, il faudrait apprendre ça plutôt que l'histoire et la géographie. Ok, peut-être, et en tout cas des formations, je compte bien en donner. Mais bon, c'est un autre sujet, j'y reviendrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait en faire ensemble, parce que tu as beaucoup à apporter, je trouve. Je t'ai vu à l'œuvre. Et en tout cas, je veux te remercier d'avoir pris ce temps
en cette fin d'année, de venir échanger sur cette dimension. Merci Gilles. Avec grand plaisir, j'espère que cette interview sera sympa à écouter et que voilà, elle fera du bien aux gens qui l'écoutent et aux entraîneurs qui peuvent l'écouter. J'espère que ça créera de l'ouverture. À bon entendeur. À bientôt.